Bonsoir les amis. Dans cette présentation, on va parler de détresse respiratoire aiguë de nouveau-né. Donc, comme définition, la détresse respiratoire de nouveau-né, il correspond à toute difficulté respiratoire survenant chez un nouveau-né de moins de 28 jours. C'est le motif de hospitalisation le plus fréquent en soins intensifs de néonatologie. C'est une urgence vitale avec le risque principal, c'est l'hypoxémie qui peut entraîner des séquelles neurologiques définitives. Cela met en évidence l'importance d'une prise en charge adéquate et rapide. Donc, concernant le diagnostic positif, la détresse respiratoire de nouveau-né se caractérise par un triade très caractéristique. Tout premièrement, on a une cyanose qui peut être soit localisée au niveau de bouche ou des extrémités, ou bien généralisée en fonction de l'hypoxémie. Deuxièmement, on a une tachypnée ou bien une polypnée avec une fréquence respiratoire supérieure à 60 cycles par minute. On peut trouver aussi un rythme respiratoire irrégulier, apnée, des arrêts respiratoires supérieurs à 20 secondes qui expose le nouveau-né à un risque d'épuisement qui va se manifester par des signes de rétraction. Ces signes de rétraction constituent le troisième trait de notre triade caractéristique. Ces signes de rétraction sont codifiés par le score de Silverman, un score de 5 paramètres cotés de 0 à 2. On a le battement des ailes de nez, le balancement thoraco-abdominal, le tirage intercostal, l'entonnoir xiphoïdien et le gênement expiratoire, comme vous pouvez voir dans ce tableau. Ce score, il va nous aider tout premièrement pour quantifier la gravité de la détresse respiratoire et aussi pour suivre l'évolution de cette détresse respiratoire. Aussi, il ne faut pas oublier de rechercher les signes qui orientent vers une gravité, notamment une détresse respiratoire intense qui va se manifester par une cyanose généralisée, des apnées respiratoires et des diminutions de signes de rétraction qui témoignent l'épuisement. Aussi, il faut rechercher les troubles hémodynamiques ou bien le collapsus hémodynamique par la présence d'un temps de recoloration qui est supérieur à 3 secondes, tachycardie ou hypotension artérielle. Il faut aussi rechercher les troubles neurologiques, notamment convulsions, hyporéactivité, hypotonie, hypertonie, des troubles de vigilance qui témoignent d'une défaillance neurologique ou bien un début d'une défaillance neurologique. Donc c'est un signe de gravité. Donc dès l'identification de cette détresse respiratoire aiguë, il faut mettre en place une conduite à tenir urgente de sauvetage symptomatique. Donc tout premièrement, on met le nouveau-né dans un incubateur ou sur une table chauffante pour maintenir sa température entre 36 et 35 degrés Celsius avec une surveillance continue. Il faut arrêter toute alimentation orale et mettre en place une sonde gastrique buccale pour évacuer l'estomac et prévenir les accidents d'inhalation. Aussi, on va faire une désobstruction rhinopharyngée à double but, tout premièrement pour libérer les voies aériennes supérieures et aussi pour vérifier la perméabilité des couronnes. Et on va mettre en place une assistance respiratoire en fonction de degré de la gravité de situation, soit par une simple oxygénothérapie solingale ou bien par enceinte, ou soit on va mettre en place une pression positive continue par voie nasale. Et si ces traitements n'améliorent pas significativement la situation, ou bien lorsqu'on a une détresse respiratoire qui est d'emblée sévère, notamment la présence d'un score de Silverman supérieur à 5 ou bien les apnées respiratoires, aussi lorsqu'on a des troubles neurologiques, des troubles hémodynamiques, ou lorsqu'on a un grand prématuré, là, faut faire l'intubation et la ventilation mécanique.
Et là, faut noter les contre-indications de la ventilation mécanique qui sont l'hernie diaphragmatique, pneumothorax et l'inhalation méconiale. Aussi, il faut mettre en place un voie périphérique ou cathétérisme ombilical en fonction de gravité de la situation et en fonction des difficultés de la perfusion. C'est pour assurer un apport donc glucosé et électrolytique adapté et aussi une éventuelle perfusion si on a des troubles hémodynamiques. Aussi, dans cette situation, on peut discuter l'antibiothérapie en fonction du contexte lorsqu'on a un contexte donc infectieux. Donc si on va faire les prélèvements et on va administrer les antibiotiques. Donc notre enquête étiologique va commencer en parallèle à la conduite à tenir urgente. Donc on va commencer par une anamnèse. Cette anamnèse, c'est pour détecter les antécédents familiaux et la notion de consanguinité aussi. On recherche les antécédents obstétricaux. Est-ce qu'on a la présence ou l'absence des pathologies maternelles? Est-ce qu'on a la notion de prématurité, des avortements à répétition, malformation intra-utérine, diabète, HTA gravidique ou autre? Aussi, on pose la question sur le déroulement de la grossesse et aussi sur l'accouchement. Est-ce qu'on a une souffrance fœtale aiguë et l'aspect de liquide amniotique. Aussi, le délai entre l'accouchement et l'apparition de la détresse respiratoire, il est très orientateur. Aussi, il ne faut pas oublier de poser la question sur les médicaments administrés à la mère. Notre examen clinique physique doit être tout premièrement commencer par la vérification de la perméabilité des cônes et aussi l'œsophage. Normalement, on doit être systématique à la salle de naissance pour détecter deux étiologies qui sont la trésie des cônes et aussi la trésie de l'œsophage. Aussi, on cherche un bon moment d'anémie-thorax et une auscultation asymétrique qui doit faire suspecter un pneumothorax ou bien un hernie diaphragmatique. Aussi, lorsqu'on a à l'auscultation des râles humides, là, oriente le plus souvent vers un retard de résorption de liquide pulmonaire. Et aussi, il ne faut pas oublier de chercher les signes qui orientent vers une infection. Les examens complémentaires, donc principalement on demande un radio thoraco-abdominal de face, c'est pour étudier le champ pulmonaire, le médiastin, les copules diaphragmatiques et l'abdomen, les structures osseuses et les parties molles. Et ça va nous aider d'orienter et même de confirmer plusieurs diagnostics quand on va les voir. Les gaz de sang, c'est pour apprécier la gravité de détresse respiratoire par la quantification de l'hypoxie et de l'hypercapnie, et aussi on peut détecter ou non une acidose. Le bilan biologique, il est principalement un bilan infectieux, notamment bactériologique, inflammatoire, et on demande aussi autres examens selon l'orientation étiologique. Mais gardez en tête ces trois traits qui sont les principales à demander. Donc les principales étiologies à garder en tête sont tout premièrement la maladie de membrane hyaline. Cette maladie touche préférentiellement le prématuré. Son incidence est inversement proportionnelle à l'âge gestationnel. Donc il se présente sous forme d'une détresse respiratoire précoce d'apparition quasi immédiate. Donc dans la radiographie, on note un syndrome alvéolaire diffuse, un bronchogramme aérien qui, pour avoir une bonne valeur diagnostique, doit porter sur les branches périphériques. Et on note aussi une diminution de l'expansion thoracique. Concernant le traitement, il existe deux volets. Un traitement préventif lorsqu'on a donc un risque de comment dirais-je de prématurité par les corticoïdes, donc à base de bétaméthasone 12 mg en 2 injections 2 jours consécutifs. Et on a le traitement curatif par la ventilation mécanique, l'oxygénothérapie et le surfactant exogène par voie endotrachéale.
La détresse respiratoire transitoire au retard de résorption de liquide alvéolaire, on l'observe le plus souvent en cas d'accouchement par césarienne et chez le prématuré, se manifeste par une détresse respiratoire généralement peu importante, surtout marquée par une tachypnée, généralement de bonne évolution sous oxygénothérapie seule. Donc dans la radio, on note des opacités alvéolaires puis interstitielle et on peut aussi noter un épaississement de la suture interlobaire droite comme vous pouvez voir dans ce radio. L'inhalation de liquide ou bien l'inhalation myconiale, si j'ai une pathologie de nouveau-né à terme ou post-terme, par pénétration de liquide amniotique teinté dans le poumon. Donc, il se manifeste par une détresse respiratoire le plus souvent immédiate et d'aggravation rapide. Et sur le plan radiologique, le cliché de thorax se caractérise par des opacités en mode diffuse sur les deux champs pulmonaires associés à des zones d'emphysème et parfois d'athélictase. Donc, lorsqu'au cours de travail apparaît un liquide myconial, le premier geste à réaliser est une aspiration nasopharyngée à la vulve dès l'apparition de la tête, avant même le dégagement des épaules et les premiers mouvements respiratoires. Cette attitude classique n'est néanmoins pas clairement validée par la littérature, mais reste souhaitable dans l'état actuel des connaissances. En cas de détresse respiratoire d'emblée grave, une aspiration trachéale après intubation est réalisée avant toute tentative de ventilation. Et rappelons aussi bien ici que toute manœuvre de ventilation, que ce soit au masque ou sur tube, doit être formellement proscrite avant l'aspiration. Donc, concernant l'infection pulmonaire, c'est l'infection la plus fréquente, l'infection néonatale la plus fréquente. Donc, lorsqu'on suspecte cette infection, on lance un bilan infectieux et on commence les antibiothérapies parentérales adaptées en fonction des résultats de bilan. Donc, sur la radio, on peut donc noter des opacités opacité lobaire, comme vous pouvez voir dans ce radio. Donc l'atrésie de l'œsophage doit être normalement dépistée à la salle de naissance, donc test à la seringue qui est négative. La radio confirme le diagnostic, donc on a sonde enroulée et faut mettre en place une sonde d'aspiration à demeure pour éviter le risque d'inhalation en attendant la chirurgie. L'atrésie bilatérale des couronnes aussi doit être systématiquement dépistée à la salle de naissance. Il se manifeste par une cyanose disparaissant au cri. Et donc, comme on a dit, il y a une sonde qui va faire le diagnostic. On va mettre en place une canule de Maillot en attendant la chirurgie. L'hernie diaphragmatique, donc normalement, dans les pays développés, on peut faire le diagnostic en anténatal. Si le diagnostic n'est pas fait en anténatal, on peut la suspecter cliniquement par un abdomen plat et un thorax globuleux. On va confirmer ce diagnostic par la radiographie qui va montrer l'intestin dans la cavité thoracique, comme vous pouvez voir dans ce radio. Il existe d'autres étiologies à évoquer en fonction des données cliniques et paracliniques et radiologiques, notamment syndrome de Pierre-Robin, une fente labiopalatine. On a aussi un obstacle laryngé, notamment l'hémangiome laryngé est suspecté chez un nouveau-né avec un hémangiome, mais un angiome cutané. Aussi un emphysème lobaire géant, comme vous pouvez voir dans ce radio, et les épanchements gazeux comme le pneumothorax dans ce radio. Donc en conclusion, la détresse respiratoire aiguë de nouveau-né, c'est une urgence. Là, il faut mettre tout premièrement une conduite à tenir symptomatique urgente de sauvetage avant de lancer le bilan étiologique. Et même
le développement, on a un développement dans les structures de santé. La détresse respiratoire de nouveau-né reste donc la première cause de décès en néonatologie. Et donc je vous remercie.